Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais pensé lancer ma propre marque de montre avec mon nom. Et j'ai dit, si ces gens-là ne sont pas capables de bosser correctement, moi je vais importer une marque de montre qu'on va développer en France. J'ai mon profil sur Allociné, Michel Frère-Roy, Allociné. Et là, il m'a pris par le cou, et là, j'ai vu la main avec un flingue, et on s'est battu. Donc sur le coup, je ne le reconnaissais pas, et il y avait un acteur français, humoriste connu, qui était là, que j'ai reconnu, et qui me dit, vous n'avez pas reconnu le plus important. Et là, je lui dis, ah bon? Et il regarde au fond de la boutique, et il me dit, le roi du Maroc. Bienvenue dans le podcast Un métier pas comme les autres. Le podcast où on parle de métiers méconnus et inédits. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invité monsieur Michel Frère-Roy, vendeur de sa propre marque de montres de luxe. Comme d'habitude dans le podcast, on reviendra sur son passé, comment il a fait pour accéder à son métier, comprendre son quotidien. Il y aura une partie anecdote bien sûr qui va être très croustillante et des conseils de sa part. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire avec vos propres mots, qu'est-ce que c'est qu'être vendeur de sa propre marque de montres de luxe? C'est un privilège, parce que je suis venu à fabriquer mes propres montres presque par hasard au départ, Ok. avec un fort atavisme familial sur lequel on va revenir, Ouais. mais ça n'était pas du tout prévu que je lance ma propre marque de montre. Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais pensé lancer ma propre marque de montre avec mon nom. En parlant de votre jeunesse justement, où est-ce que vous avez grandi? À Rouen, À Rouen. j'étais Ok. rouennais d'origine, mon père était né à Billorel sur les hauteurs de Rouen, ma mère aussi. Mhm. Et en fait, on était une famille bien implantée à Rouen, puisque mon père était maire sur les hauteurs de Rouen à Billorel Mhm. et avait des fonctions diverses dans l'agglomération rouennaise. Et déjà enfant, vous aviez un attrait pour les montres ou le luxe, quelque chose comme ça? Alors, les montres, oui. J'avais une montre quand j'étais petit de communion privée, qui était une petite montre française dont j'ai oublié le nom. Et est-ce que déjà, peut-être pas dire dans votre enfance, mais déjà à l'adolescence, durant votre parcours, vous vouliez déjà créer votre propre entreprise, vous créer votre Non, marque? pas du tout. Ok. En fait, je voulais faire le tour du monde Ouais. pour faire des grands projets. C'est-à-dire Ok. du BTP, de l'ingénierie, des grands travaux, Mhm. construire des ponts, des centrales électriques, des Ouais. lignes, des choses techniques dans le monde. Vous avez fait quoi comme étude? J'ai fait Subdeco Rouen Ok. en 79 et ensuite je suis parti en Allemagne. Donc, directement parti travailler. Coopérant, ce qu'on Coopérant. appelait à l'époque les VIA, Volontaires Service Ah, National Actif. ok, c'est comme les VIE aujourd'hui, genre. Les VIE, c'est entreprise, A, c'était l'administration. À l'époque où Ah. je suis parti, on ne pouvait Mhm. faire que de l'administration. Et après, c'était quoi votre premier job, vous vous en souvenez? Alors après, l'administration m'a proposé de travailler avec eux à Cologne Mhm. et je trouvais le chef de poste d'une folle tristesse, ou d'une tristesse folle, je ne sais pas. Ok. Et j'ai dit non, il ne m'a pas amusé. Ouais. Et là, je suis rentré dans une banque où j'étais analyste financier. J'y suis rentré un 13 février, je crois. Le 13 au soir, j'avais déjà envie d'en partir. Déjà, Oui. premier jour. Ah, le premier jour, j'étais désespéré. Je me suis dit, je ne peux pas rester là-dedans. Ouais. Et j'ai tenu 23 mois et demi, Donc 2 ans, quoi. à peine. Et là, vous avez reçu une offre dans le BTP, c'est ça? Bah oui, et j'ai attendu que M. Mitterrand autorise les entreprises à recruter, puisque M. Mitterrand venait d'arriver. On était en 81 quand j'étais dans la banque. Ok. Mitterrand est élu juste après, et pendant 2 ans, les entreprises ne pouvaient pas embaucher comme elles le voulaient. Si par exemple il y avait une fusion entre deux sociétés, Mhm. on était obligé de reclasser tout le monde avant de pouvoir embaucher à l'extérieur. Et je suis enfin rentré chez Spiva-Tignol en février 83. PV 83. Voilà. Et À la direction commerciale export pour développer des projets électriques en Afrique anglophone, au Moyen-Orient, ouais. un peu partout. Avant la création de votre marque, est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué du coup, durant ces expériences professionnelles? En fait, à chaque fois que je me promenais dans un pays étranger, Ouais. dès que j'avais 5 minutes, je regardais les montres. Ok. Donc ça, c'était après ma fameuse montre de fiançailles. Mhm. Et dès que j'avais 5 minutes, j'allais voir les montres Dans les pays du dans coup. les vitrines Ouais. des grandes enseignes que je pouvais côtoyer. Et donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué dans le groupe Général des Eaux pendant quelques mois. Mhm. Et
là, je me suis fait piéger dans un emploi politique qui m'a cassé le moral. Je vais faire bref là aussi. Et c'est là où, payé à ne rien foutre pendant 9 mois, je me suis dit, je vais créer une marque de montre. Donc c'est à ce moment-là le déclic. Oui. Et après que le fameux groupe Cartier m'ait bousillé ma montre de fiançailles, ça m'est resté en travers, ils ont cassé le cadran. Et j'ai dit, si ces gens-là ne sont pas capables de bosser correctement, moi je vais importer une marque de montre qu'on va développer en France. Et je ne voulais pas à l'époque une boutique, je voulais rester à l'air libre, comme on peut dire. Et je n'avais pas envisagé de lancer ma marque, tout simplement parce que lancer une marque de montre, c'est un rude travail, on y reviendra tout à l'heure. Et elle s'appelait comment votre première montre? Laquelle? La toute Que j'ai première. fabriquée? Oui, la Cœur toute ouvert, nouvelle vague. première. Pourquoi nouvelle vague? Parce que le mouvement est découpé en vagues. Nouvelle vague parce que j'ai tourné dans un film de Jean-Pierre Mocky, qui était le cinéaste de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard, mais j'aimais mieux Mocky que Godard. Et ayant tourné dans un film de Mocky, j'ai mon profil sur Allociné, Michel Frère-Roy, Allociné. Alors j'ai tourné qu'un film et je suis candidat s'il y en a d'autres. Est-ce que, avant de lancer votre marque de montre, vous avez eu des doutes justement quand vous créez le projet? Oui, on a toujours des doutes. Ouais. On a toujours des doutes parce qu'en fait, c'est de l'ingénierie, l'horlogerie, quand on commence à créer une marque. Parce qu'en fait, il faut un boîtier, un cadran, des aiguilles et surtout, il faut un mouvement. Ça, c'est ce qui décompose une montre. Oui, Ok. globalement. Bon, le mouvement, c'est ce qui va faire tourner les aiguilles. Le boîtier, c'est le contenant. Alors le boîtier, évidemment, il faut qu'il ait un verre, il faut qu'il ait un fond, il faut qu'il y ait un cercle d'emboîtage dans la montre. Les cadrans, il faut qu'ils soient faits sur mesure, parce que les cadrans existants, c'est quand même un petit peu... Ça peut exister, ça c'est ce qu'on appelait le private label autrefois. Vous aviez des sociétés qui fabriquaient des montres pour une dizaine ou une vingtaine de sociétés différentes. Ça existe toujours, mais ça s'est un petit peu perdu. Mais quand nous, on s'est lancé, il y avait plein de sociétés qui pouvaient encore faire du private label. Mais on ne fait que personnaliser des modèles. Ce n'est pas des modèles vraiment en propre. Donc si on veut vraiment faire des modèles en propre, il faut faire ses propres montres, on va dire de A à Z, sauf le mouvement. Parce que le mouvement, en réalité, si vous voulez lancer un mouvement vous-même, good luck. Alors il faut être très horloger, mais maître horloger comme on dit, puis il faut des fonds. Ça veut dire que si vous lancez avec des fonds limités, il faut faire attention de ne pas aller dans le mur. À quoi ça ressemble une journée type pour vous aujourd'hui? Ça dépend ce que je fais. Une journée au magasin, on va dire. D'abord, j'ouvre vers 10h30, Ok. 10h30, 11h. J'installe les vitrines extérieures, puisque avec les assurances, on n'a pas le droit de laisser la nuit des produits à l'extérieur. J'essaie de ranger un peu, je regarde les mails. Après, ça dépend. Si on a des clients dans la matinée, comme aujourd'hui, un client qui sonne, bon, alors le premier, il était folklorique, je ne sais pas ce qu'il voulait, il est reparti. Ensuite, j'ai eu un monsieur fort sympathique qui est venu voir 2 montres Raketa, donc une des marques que je distribue, qui est reparti avec 2 montres. Sympa comme tout. Et il y a des jours, on voit personne, on ne sait pas pourquoi, et d'autres, on voit du monde, on ne sait pas pourquoi. Une journée atypique, on ne sait jamais comment elle va se passer parce qu'il n'y a rien de standardisé. Donc ça répond à la prochaine question qui était est-ce que vos journées se ressemblent? Non. Si, quand on s'ennuie beaucoup et qu'il n'y a personne, elles se ressemblent. Pendant le Covid, comment ça s'est passé dans la boutique? Nous avons souffert. Ouais. D'abord parce qu'on a été fermé. Donc la période Covid a démarré, on a été fermé 2 fois, je crois. Bon. Alors la première fois, je me suis demandé ce que c'était que ce Covid. J'ai d'ailleurs chopé un Covid avant tout le monde. Ouais. Ouais. Anecdote, tiens. La médecin du SAMU des Yvelines que j'appelle me dit « Monsieur, si vous n'avez pas flirté avec une Chinoise, vous ne pouvez pas avoir le Covid. » Et ça prend combien de temps de l'idée d'avoir un design de montre à réaliser le design, à créer les premières pièces, jusqu'à la vente? Ça dépend des motivations des gens à qui on demande de faire les détails techniques. Ouais. Exemple, le modèle Petite Minute, qui est une exclusivité mondiale. Mon précédent maître d'œuvre, dirais-je, c'est-à-dire le technicien qui était censé coordonner les boîtiers, les cadrans, les aiguilles, les mouvements, a fait roupiller le projet pendant 4-5 ans, alors que ce n'était pas incommensurable. Donc quand on l'a viré, j'ai repris directement le projet, j'ai fait fabriquer les cadrans directement,
J'ai fait fabriquer les mouvements avec l'aide de mon horloger de Besançon, qui est un maître horloger très pointu, qui s'appelle Bruno Laville. Et avec lui, on a pu lancer la production des petites minutes en quelques mois à peine. Donc, pour créer une montre, on va dire, si tout se passe bien, ça prendrait moins d'1 an, vous pensez? On peut faire moins d'1 an. Alors, si on a les boîtiers, ça va plus vite. Ouais. Parce que les boîtiers, si on tombe au mauvais moment, s'il y a une surcharge des fabricants, ça peut mettre une bonne année. Hein. Qu'est-ce qui, selon vous, fait une montre d'exception? Ah, vaste débat. D'abord, il en faut pour tous les goûts. Mhm. Donc une montre d'exception, pour moi, c'est la montre qui va ressembler à son client. C'est-à-dire que si on flash sur une montre, il faut l'acheter. Bon, on va partir sur la partie la plus intéressante Allons-y. pour la plupart des gens, la partie anecdote. Est-ce qu'il y a un client qui vous a marqué? Ah, j'en ai plusieurs. Ah. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va rendre hommage au roi Mohamed VI, qui a un jour poussé la porte de la boutique et je ne l'avais pas reconnu. Donc sur le coup, je ne le reconnaissais pas et il y avait un acteur français, humoriste connu qui était là, que j'ai reconnu et qui me dit « Vous n'avez pas reconnu le plus important ». Et là, je lui dis « Ah bon ?» Et il regarde au fond de la boutique et il me dit « Le roi du Maroc ». Oh! Donc je vais au fond de la boutique et je dis à Sa Majesté Mohamed VI, je lui dis « Votre Majesté, je vous prie de m'excuser, je ne vous ai pas reconnu, vous n'étiez pas habillé comme j'ai l'habitude de vous voir à la télévision. » Et il m'a dit « Ça n'est pas grave. » Ok. Et là, il a fait le tour de la boutique, il a regardé, il est reparti ce jour-là sans rien acheter. Je me suis dit, zut, parti sans rien acheter. Il est revenu 3 mois après, il avait acheté 4 montres, dont mon chronosquelette, qu'il a attendu 4 ou 5 mois. Tout à l'heure, on en a parlé en off par rapport à une boutique comme ça peut, on va dire, attirer l'attention de mauvaises personnes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement des braquages ou des gens qui ont essayé de vous... Alors vous j'ai été braquer? braqué 3 fois, pardon. 3 fois. La première fois, 2 jeunes, dont un était venu faire une reconnaissance auparavant, et qui est venu accompagné d'un acolyte, Mhm. et qui était venu voir une bague de fiançailles, pour après me poser une question sur une alliance, pour ensuite m'entraîner au fond de la boutique, pour voir une montre. Et là, il m'a pris par le cou, et là, j'ai vu la main avec un flingue, et on s'est battu. Il m'a filé un coup, j'avais l'œil au beurre noir, c'est lui qui m'a fait la griffure sur le nez d'ailleurs. Et ils sont partis sans rien parce que je les ai empêchés parce que je me suis battu. Mais ils auraient pu vous tirer dessus quand même. Je pense que c'était un faux flingue, mais ça ressemble à un vrai. Les vrais, les faux, peut pas savoir. C'est pas évident, hein. Ouais. On peut pas savoir. Et en fait, coup de peau, le deuxième est resté momifié. Mhm. Ça veut dire qu'on aurait cru une mouche qui se dinguait dans les vitrines, elles étaient fermées, il n'a pas pu les ouvrir, et ils sont partis quand j'ai ouvert la porte en leur disant « Tirez-vous, dans 10 secondes, les flics sont là ». Et là, ils sont partis, sans rien voler. Ok, donc c'est le premier braquage. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un jeune, beaucoup plus petit que moi, puisqu'on a une marche qui mesure 12 cm à peu près à l'entrée de la boutique, plus moi 1m82, plus des talons 3 cm, ça fait en gros 1m81, plus qu'1m92. 82 plus 12, ça fait déjà 94, 96 ou 97, et lui, il devait faire 1m72. Et là, il sonne, tête un peu baissée, très blanc de teint et de cheveux, et j'appuie, j'ouvre. J'avais pas fini de ranger les vitrines, donc ça veut dire qu'il y avait des boîtes qui traînaient, avec des montres dedans. Et quand il rentre, au moment où j'ouvre, je le vois prendre quelque chose dans sa serviette en nylon qu'il avait à la main, et c'était un flingue, donc j'ai attrapé la main et le flingue, je l'ai tiré dehors, en gueulant à l'aide pour que les voisins viennent m'aider. Ouais. Bon, il a laissé sa serviette, dedans il y avait un scotch hyper large, un marteau et une lacrymo jumbo. Donc, il n'avait pas de très bonnes intentions. On s'imagine les idées qu'il aurait pu avoir. Voilà. Ouais. Le troisième, il sonne avec un costume, cravate, pas terrible, mais bon, il était quand même en costume, cravate. Il me parle en espagnol, Mhm. en disant qu'il voulait voir des montres en or. Alors aujourd'hui, quand on me parle de montres en or, j'ai tout de suite une antenne qui s'allume si le style du personnage, même si je ne veux pas donner de note de gueule, hein, il y a des moments où on a des gens qui sont fringués n'importe comment, qui pèsent très très lourd. C'est pas ça, mais c'est le feeling, c'est le ressenti qui compte. Et là, le ressenti était pas mauvais, mais pas terrible, pas très bon, quoi. Je me disais, tiens, montre en or, ok, pourquoi pas.
mais petite hésitation. Hmm. Et il me parlait en espagnol, et là je lui dis, vous êtes de quelle ville en Espagne? Je lui dis, vous êtes d'où? Il me dit d'Espagne. Je lui dis, quelle ville? Il me dit Séville. Et là je me suis dit, si toi tu es de Séville, moi je suis de Vladivostok. Parce que j'ai vécu en Espagne, et il n'avait pas l'accent sévillan. Pas du tout. Et en fait, c'était un Rom déguisé en espagnol qui, au bout de la 4e visite, au bout de 4 heures, j'ai eu un quart de dixième de seconde d'inattention quand il avait passé 2 montres à ses poignets et se regardait dans le miroir. Quand il a vu que j'avais un quart de dixième de seconde d'inattention, il m'a sauté à la gorge avec un scalpel et on s'est battu en roulant par terre. Et comme il était plus fort que moi et que je ne suis pas mimimati, j'ai pas pu le pousser avec mes pieds dans la vitrine pour qu'il se dingue dans la vitrine extrêmement méchante qui est à l'entrée parce qu'elle est très anguleuse. Il se serait dingué, à mon avis, il serait reparti sans demander son reste. Et là, je lui ai donné les clés et il est parti avec les montres qu'il a pu embarquer. Et puis voilà. C'était combien de montres? 4 montres en or. 4 montres en or. Ouais, j'en avais rangé une, j'avais eu du pot. Hein. C'était combien en perte ça? 60 000 balles. Wow. Bon, je pense niveau anecdote, on est pas mal déjà. Oui. On a une dernière partie qu'on fait Oui. à chaque fois sur les conseils. Mm. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer comme vous, créer sa marque de montre de luxe? Savoir ce qu'il veut en faire. À savoir, est-ce qu'il veut la faire, cette marque, pour se faire plaisir, ou est-ce qu'il veut la faire pour les vendre, Son objectif. mais à qui? Ouais. Et si il veut les vendre à des gens bien ciblés, qui sachent ce que ces gens attendent, parce que s'il fait des trucs pour se faire plaisir, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Alors, il y a des études, on peut faire des études marketing. Hein. Moi, j'étais major en marketing de ma promo. Quand j'ai lancé mes montres, je suis parti de la demande des clients. D'accord. Parce que j'avais la boutique. On a un fichier client de 4000 personnes. À chaque fois que des gens sont venus, j'essayais de noter ce qui les intéressait, ce qui leur parlait. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux montres russes, il y a des gens qui s'intéressent aux montres Frère et Roi, il y a des gens qui s'intéressent aux montres Able. Il y en a qui s'intéressent aux montres squelettes, il y en a qui s'intéressent aux montres avec des cadrans peints à la main, etc., etc. Il y a tout un tas de critères de choix. Mais si on veut lancer une marque de montre, ceux qui font ça juste parce qu'ils ont un vieux faible pour l'horlogerie, la question est de savoir à qui on va les vendre. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc il y a des gens qui ont lancé des marques, ça a marché, il y en a d'autres, ça marche moins bien, il y en a, ça explose, et il y en a, ça explose en vol. Donc il faut surtout savoir à qui on les destine. Donc pourquoi on le fait et à qui on le fait. Et à qui on les destine. Et il faut surtout de la persévérance. Ça veut dire que, il faut de l'argent, mais si c'est l'argent des autres, c'est beaucoup plus facile. Mais sauf que si c'est l'argent des autres, ils veulent un retour sur investissement. S'il n'y a pas de retour sur investissement, ça ne dure pas très longtemps. Parce que les gens qui investissent pour lancer des produits, ils sont souvent assez pressés. Et si c'est votre argent perso, il faut quand même un peu de financement de temps à autre. Hein. Et surtout, il faut un peu de patience, parce que les grosses marques de montres, elles ne se sont pas faites en 8 jours. Écoutez, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour le prochain épisode.